What's up YouTube? Alors, c'est une première. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment je planifie un programme d'entraînement précisément. C'est pas des fake news, c'est pas un fake training, c'est un vrai athlète que je coach, Maxime Piché, et je m'apprêtais à faire sa deuxième phase d'entraînement, puis je me suis dit, why not? Start la caméra, record un peu de voice-over, go through un petit peu ce qui se passe dans ma tête quand je planifie un plan d'entraînement. C'est une première, donc on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il y a des gens qui vont écouter ça. Je m'attends pas à ce qu'il y ait énormément de views. Je m'attends pas à ce qu'il y ait une centaine, même certainement pas des milliers de views. Donc pour les quelques personnes qui vont écouter cette vidéo-là du début à la fin, merci beaucoup. Puis je pense que vous allez apprendre a shitload of things, surtout de la façon qu'on travaille chez MVP Athletics, comment je fais ma planification d'entraînement. Donc, ici, premièrement, j'ai descendu ma face pour que vous puissiez voir l'agencement de la semaine d'entraînement de Max. Donc, c'est son deuxième bloc d'entraînement d'été. Et ça, c'est la structure qu'on avait établie de base. Donc, pour expliquer brièvement, on a commencé avec ce qui était déjà dans son horaire, c'est-à-dire le flag football. Et d'une certaine façon, moi, il faut absolument que je compte les sports que Max fait ou que n'importe quel athlète fait dans sa semaine, puis que je planifie alentour de tout ça. Fait évidemment, une saison ou durant une saison de foot, c'est super facile à s'imager, mais en ce moment, c'est l'été, puis même si le flag, c'est pas le sport principal de Max, il y a un paquet de choses que je peux pas amener dans le training à Max que le flag lui apporte. A.k.a. des one-on-one, des situations d'opposition, jouer des jump balls, jouer des open field tackles, même si c'est des flags. Ce genre de stimuli-là, c'est très très dur à reproduire dans un entraînement, encore plus en ligne, encore plus seul. Donc, je veux absolument que ça reste dans son horaire, puis c'est quasiment une priorité. En fait, c'est une priorité, on part de là. Quand je dis que c'est une priorité, ça veut dire que je veux qu'il soit le plus fresh possible pour faire sa game de flag. Et c'est pour ça qu'ici, il a une journée off. Donc ça ici, là, voyez ça comme les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi off, dimanche flag. Donc je suis parti de cette façon-là. Le flag comme étant son entraînement de field de sprint numéro 1. Okay? Donc le pattern qu'on utilise avec Max, c'est un pattern de sprint, lift, sprint, lift, sprint again, lift again et rest. OK? Je trouve ça important qu'il y ait au minimum une journée complètement off dans la semaine d'entraînement de tous les athlètes que je coach, si c'est pas plus. Et la journée off est placée stratégiquement avant la session qu'on priorise, c'est-à-dire la session de flag. Donc, maintenant, la deuxième chose que je veux prioriser dans son entraînement sont tous les entraînements de vitesse, tous les entraînements qu'il va faire sur le field, parce que dans ses objectifs, numéro 1 au top, c'est d'augmenter sa vitesse sur le field. C'est un defensive back, donc pour lui, la vitesse est hyper important. Max va jouer pour les GGs l'an prochain comme defensive back. Donc speed first, surtout dans une ligue de football à 3 essais. Donc U-Sports, par exemple, où est-ce qu'il y a énormément de distance à couvrir, de terrain à couvrir, où est-ce que les special teams sont hyper importantes aussi. Pas que le football à 11, le speed est moins important, vraiment pas, mais c'est encore plus prononcé, selon moi, dans le football à 12, par la nature du sport, du fait qu'il y a plus d'échanges, plus de passes, plus de tentatives de long jeu parce que tu as un essai de moins pour couvrir le diverge pour faire ton first down. Donc, speed first. Aussi, pourquoi speed first? Max a vraiment un très très bon niveau de force de base, une très bonne body comp. C'est un gars qui est facilement en haut de 200 livres, donc on n'a vraiment pas besoin de double down sur les lifts pour travailler sa masse musculaire. Donc, on veut prioriser les sprints en numéro 2. Les entraînements de sprint en numéro 2. En numéro 1 étant son sport pour la période qu'on couvre, donc l'été, étant le flag. Donc ensuite, les deux choses que je veux prioriser, c'est les entraînements de sprint ici qu'on a séparés en 2 termes. Le max velocity, des sprints un peu plus longs et les accélérations, des sprints plus courts. Bon, pour faire ça, idéalement,
OK? Ça serait qu'il soit complètement fresh pour faire ces trainings-là, mais il nous manquerait quelque chose dans sa semaine où est-ce qu'on a un travail en gym à faire quand même, avec le lift A et le lift B. Et pour pallier à ça, ces deux lifts-là vont être des journées avec une petite charge ou une charge plus basse. Et vous allez voir comment on va le faire dans le cas de Max précisément pour son été. Donc ici, le lift A et le lift B, je dois m'assurer qu'il ne surcharge pas de façon intense le système à max, le corps à max pour qu'il puisse bien performer au training le lendemain. Idem ici. Et l'exception, c'est le lift C, où est-ce qu'on va backloader, donc on va charger la fin de sa semaine en termes de lift. Donc, tout ce qui va être plus intense, point de vue tempo, point de vue excentrique, point de vue charge, d'une certaine façon, on va le backloader dans le lift C parce que le lendemain, il y a une journée off. Donc, il est capable de prendre ce load-là et d'en récupérer à temps pour le flag. C'est un high and low pattern. C'est mon pattern d'entraînement préféré. À la base, ce que j'avais proposé à Max, mais que malheureusement, on ne pourra pas faire pour l'instant. Okay? Donc, je vous ai fait des belles montagnes russes pour illustrer le high and low pattern. C'est que dans ses low days, qu'il puisse aussi sprinter et que dans ses high days, qu'il puisse aussi lifter. Donc, que chaque jour d'entraînement, il y ait un petit peu de sprint, un petit peu de lift, un petit peu de sprint, un petit peu de lift, mais qu'on module vraiment la charge dans les high days à la hausse et dans les low days en mettant ça moins chargé, moins lourd, plus en range of motion d'une certaine façon, plus en contrôle, plus travailler les hips, les épaules, des petits mouvements qui sont hyper importants à long terme, mais à ce moment-là, dans les high days, on aurait rentré tout ce qui est max strength, max power, max speed aussi, et on aurait quand même backloadé le lift C avec les mouvements de strength at length qui sont importants pour la prévention de blessures de mon point de vue et qui laissent le corps quand même raquer parce qu'on va travailler beaucoup plus dans des gros range of motion, beaucoup plus de tension at length et ça crée énormément de DOMS, de delayed onset, muscle soreness et bon, donc à ce moment-là, on veut le faire, on veut le moins de DOMS possible, mais ça va arriver à un moment donné dans la semaine. Donc, on veut se dire, OK, la journée que tu vas être le plus sore, ça va être ta journée off pour que tu puisses en récupérer le mieux possible. Donc, c'est le principe de backloader la grosse charge d'entraînement au lift. Alright. Maintenant, let's dive in et j'aime commencer par ce qui est le plus important. Flag ici, je vais juste vous montrer un petit peu la session. J'ai mis une session à Max juste pour l'aider à structurer son warm-up. Donc, des activations, quelque chose de debout qui se fait bien, qui se fait rapidement, qu'il peut faire avant sa game de flag, axé lower leg, axé lower body. Et je m'attends à ce qu'il fasse quand même une coupe de rep, de route, de tracé, attraper une coupe de balle pour finir son warm-up, son activation pour le flag. Donc, here it is. Ça, c'est à sa discrétion, qu'il me le log ou non. C'est pour l'aider à structurer son warm-up. Donc, la deuxième chose qu'on va prioriser, c'est les entraînements de speed. J'aime bien mettre le max velocity le plus tôt possible dans la semaine, où est-ce qu'il y a le moins de chances qu'il y ait une charge accumulée, le moins de fatigue accumulée possible. Ici, les activations, les frames d'activation sont les mêmes que pour Summer numéro 1. Je les ai dupliqués, sont déjà là. Donc, je passe rapidement. C'est des mouvements en déplacement, warm-up général, axé un petit peu lower leg à la fin, un peu de mobilité dynamique. Donc, on continue. Ici, la première chose que je vais vouloir qu'il travaille dans sa session de max velocity, ici je me réfère à mon petit plan que j'ai écrit à la main, ça va être toujours, ça va être de commencer avec des mouvements moins intenses, puis plus qu'on progresse dans la session, de travailler avec des mouvements de plus en plus intenses. Et ce que j'aime beaucoup faire dans ces sessions-là, c'est aussi inclure tout ce qui est saut, particulièrement tout ce qui est saut à répétition, bounding ou autre. Donc, dans le cas d'une journée max velocity, je vais axer ça sur le lower leg et l'ankle pour travailler sa réactivité au sol, qui est une qualité hyper importante pour le top speed. Donc, on va commencer son activation, son ramp-up dans la session avec un combo qui va travailler ça. Donc, let's go avec la section.
Alright, donc ici j'ai simplement ramp up la distance. Okay, de série en série, 3 séries pour move into les straight leg to sprint, qui va être son drill de transition entre les hops, tout ce qui est lower leg et les sprints longue distance. Ici, le repos est relativement long. Ma philosophie par rapport aux entraînements de sprint, c'est que je préfère over rest que under rest pour m'assurer qu'il y ait le plus de qualité de mouvement possible. Ici aussi, on va ramp up la distance et il s'apprête à faire des 60 verges. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il se rapproche le plus possible de cette distance-là dans ses ramp-up ici. Donc, ici, au total, il va se rendre jusqu'à 50 verges d'effort en continu. Et je vais lui demander de rester à 90-95%. Donc, c'est quand même abstrait comme concept. Mais en tant que tel, ce que ça veut dire, c'est relax avec le max de output en restant très relax, très élastique, très bouncy. Donc, on ne va pas donner le petit oomph supplémentaire pour aller chercher le maximum d'intensité. Et on donne 1 minute de rest par diverge parcouru. Ici, c'est marqué 20, 30, 40, mais en réalité, c'est 30, 40, 50 au total parce qu'il y a un diverge de straight leg bounding avant la distance à parcourir. Donc, première section, done, zo. Prochaine section, ça va être le meat and potatoes de son training. Donc, ça va être les mouvements qui vont le plus move the needle dans la direction voulue pour le max velocity. Donc, ça va être ses sprints longue distance. C'est là où est-ce qu'il est rendu dans son training. Donc, le mouvement principal pour Max va être le skip in acceleration ou le skip into sprint. C'est un mouvement de rythme et qui va forcer l'athlète qui fait son skip into acceleration. Ça, je vais vous le faire jouer pour vous donner un exemple. Et qui va forcer l'athlète à accélérer, mais dans une position verticale. Okay? Donc, ça vient stresser des structures ou des angles qui sont beaucoup plus proches d'un late phase acceleration ou d'une position upright, une position verticale, qui est donc le thème associé au max velocity. Donc, moi, ce que je veux, c'est vraiment ça, c'est de le forcer dans une position qui est verticale, plutôt que d'y donner la chance d'avoir un centre de masse plus bas, des angles plus agressifs. Ça, on va garder ça pour la journée d'accélération. Donc, ici, c'est la même consigne, mais je vais dire à Max qu'il peut choisir de faire 3 à 5 reps. OK, dépendamment de comment il feel, à partir du moment qu'il va sentir qu'il y a une drop, point de vue de la qualité de son explosivité dans les mouvements, je vais lui demander d'arrêter cette section-ci et de passer à la fin de son entraînement, qui est le finisher ISO. Où est-ce qu'on va venir build son apnée au niveau de son lower body avec une posture qui va... un exercice où est-ce qu'il va tenir la posture très longtemps. Donc, dans son cas, ça va être le long lunge ISO, front foot elevated. On ajoute un peu de range par rapport à ce qu'il y avait le mois d'avant. Donc, ici, la progression se fait en range of motion et aussi, je lui demande de faire au total 2 minutes par côté. Donc, c'est assez long, mais il a le droit de prendre des mini-pauses. Mais mon objectif, c'est de build sa capacité à tenir cette posture-là longtemps. Ça vient stresser aussi le système musculaire, le système tendineux à des muscles et une posture précise pour le sprint, pour son lower body, dans ce cas-ci, dans la position de long lunge. Donc, sprint head hold, up and down. Et on est done pour la session numéro 1, max velocity. Boom. On va move into la session d'accélération. Alright, donc activation, c'est le même principe, une coupe de mouvement, stretch dynamique, question de get un petit peu de range of motion, un peu de blood flow, un peu d'activation au niveau de son lower body. Et la structure que j'aime avoir est exactement le même principe. Okay? Qu'est-ce qu'on peut venir travailler? Est-ce qu'on peut venir activer quelque chose de précis dans le cas de Max pour sa session d'accélération? S'il n'y a rien de précis pour sa personne, qu'est-ce qu'on veut venir travailler en activation pour le reste de la session, qui va être les accels? Dans son cas, on va utiliser les sauts. On va travailler un peu le lower leg.
mais dans des range of motion plus profonds parce que c'est ce qui représente, c'est ce qui va le mieux pas nécessairement se transférer, mais c'est ce qui est le plus connecté avec les accélérations, ou est-ce qu'il y a un plus grand angle au niveau de la cheville ou au niveau du genou. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec les hop and stick pour travailler son single leg power, mais dans une variation très contrôlée. Éventuellement, ça va devenir de plus en plus intense, mais pour l'instant, où est-ce qu'on est rendu dans sa progression, ça va être les hop and stick, où est-ce qu'on va mettre une emphase sur la partie excentrique, le landing. Et on va aussi utiliser les frog leap, encore une fois, pour builder une bonne tolérance à absorber, travailler dans un range of motion qui est deep, de façon dynamique, avant de move into des mouvements qui sont un peu plus high intensity dans les prochains blocs. Donc, ici, j'aime le pairer avec des mouvements de take-off, donc des mouvements d'accélération très, très courts, très courte distance. Les take-off vont nous servir à build up la distance tranquillement aussi vers la distance qu'on va venir travailler dans son entraînement. Et évidemment, ça vient aussi travailler des qualités d'accélération vraiment intéressantes. Vise la plus grande distance possible avec le nombre de steps qu'il a disponible. Ça va l'amener à essayer de cover le plus de ground possible à chaque step. Je suis aussi conscient que ça peut l'amener à overstep là-dessus en essayant trop d'aller chercher trop de distance. Donc, c'est pour ça que j'aime le mettre au début de la séance parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment plus comme un entre-deux entre un vrai take-off, un vrai sprint et un genre de bounding, un genre de mouvement en power. So, that's it. Mais par la suite, moi, ma job en tant que coach va être de l'amener à avoir le bon focus pour pas overstep malgré tout. Donc, une fois comme ça, et par la suite, on va continuer notre activation, mais on va augmenter légèrement la distance. Donc, on va commencer avec les frog leap. Et ici, ça va être le même principe, mais je vais donner le cue inverse. Je vais demander de couvrir la distance avec le moins de sauts possible. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est de cover ground sur chaque action, avoir le maximum de output sur chaque action simple. Mais en renversant le cue, ça vient le travailler différemment en termes de stratégie ou psychologiquement pour l'athlète. Et ensuite, les false step start. Quick note pour les false step start, moi je m'en sers, c'est twofold l'utilisation que je vais en faire. C'est oui, pour travailler son take-off, mais c'est aussi pour travailler son repositionnement. Okay? Donc, par exemple, un false step start, c'est un start où est-ce que tu vas partir les pieds à la même hauteur et où est-ce que tu vas step back pour réaccélérer. Puis le principe, c'est de prendre un step back pour en prendre deux forward, littéralement. Et l'objectif, c'est d'utiliser l'élasticité de ce false step là. J'ai déjà entendu parler de ça comme un plyo step. Donc, on peut l'appeler le plyo step aussi si on veut, dans le sens où est-ce que tu viens chercher l'effet élastique, l'effet pliométrique en allant rapidement vers l'arrière pour aller chercher de l'élasticité dans ton lower leg, dans ton mollet, dans ta cheville pour avoir plus de puissance pour pouvoir transitionner plus rapidement dans ton accélération. Donc, couvrir la distance avec le moins de sauts possible. Et ici, walk back entre les deux côtés. Et un peu le même principe, couvrir la distance avec le moins de steps possible cette fois. Donc ça, c'est très bien. À partir de là, il va avoir quand même put in un petit peu de work dans ses take-offs, dans ses accélérations. Maintenant, ce que je vais vouloir faire quand on va commencer son main work, son combo de power et d'accélération, ça va être de increase tranquillement la distance de ses actions. Donc, let's jump. En superset, bounding et accel, ce que j'aime de cette façon-là de travailler, c'est qu'on peut aller chercher un genre d'effet de potentiation au niveau de ses bounding. Avec le bounding, un mouvement de power très dynamique, où est-ce que tu vas recruter énormément de puissance au niveau de la jambe, dans des angles qui sont vraiment intéressants aussi pour l'accélération. Donc, en prenant un bon repos, tu n'as pas nécessairement un effet de fatigue, mais tu as plutôt un effet d'activation suite au bounding qui peut se transférer assez rapidement
sur le mouvement d'accélération qui suit. Ici, on va être en half kneeling start. Ce que j'aime du half kneeling start, numéro 1, ça force l'athlète à ralentir son take-off, à être plus conscient de sa mécanique sur ses premiers steps. Et ça permet de travailler de façon isolée le shin angle change ou le knee drop. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir nos chaînes IG pour en apprendre plus sur le shin angle change. Donc, je vais juste calculer les distances. Okay, quick note, je veux me rendre aux alentours là, de 2 à 300 verges totales d'action pour le main work ici, là, ce qui est fait ici, 200 à 300 verges totales, peut-être 400 par moment. Là, ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il y a quand même une charge qui a été faite par ces mouvements-là quand même. Donc, je vais peut-être viser un petit peu en dessous de 200. Donc, je vais juste calculer ça à mitaine pour voir comment est-ce qu'on va faire les waves. I'll be right back. Alright, donc ce que je suis en train de faire, c'est ajouter les intensités cibles parce que je viens de réaliser que je ne les avais pas nécessairement mis dans les false step start et tout. Donc ici 90-95%, donc relax, mais avec le max de output tout en étant très relax. Même chose pour les bounding. Alors que ici, pour les half kneeling start, c'est 95% et plus. Dans le fond, je lui demande un effort all out, mais il est par lui-même. Donc, quand, selon moi, pour aller chercher un vrai 100%, il faut que ça se fasse contre le clock, contre quelqu'un, situation de game. C'est ça qui va aller chercher l'adrénaline supplémentaire, le challenge mental supplémentaire pour aller chercher vraiment un 100-110%. Sinon, en training, all by yourself, ce que j'aime marquer, c'est 95% plus. Donc, je ne veux pas nécessairement qu'il y ait overstep sur le finish line ou qu'il fasse une niaiserie de genre. OK, donc 3 à 5 séries. Donc, 3 à 5 séries. Donc, 20 plus 20 plus 20 verges. Côté droite, côté gauche, plus le bounding. Ça nous fait 60 verges par série. Donc, 6, 12, 18, 180 verges. Donc, le minimum qu'on va aller chercher pour avoir un effet intéressant. Sinon, on peut aller chercher jusqu'à 240 voire 300 verges totales avec une 4e et une 5e série. Et that's it, pas plus. À 5 séries, ça va être quand même un volume intéressant. Alright, so right side in front, all out, walk back avant le repos. Donc, une petite note supplémentaire. Donc, je demande minimum 1 minute de pause par tranche de 10 verges. Mais ici, avec le walk back, on va aller chercher juste une petite affaire de plus de temps de repos. Je vais m'assurer que l'intensité va être le plus haute possible. Maintenant, pour cette journée-là, au niveau des ISO, on pourrait retravailler encore une fois le long lunge, mais ce que j'aime, c'est utiliser les premières phases de l'été pour travailler des angles qui sont un petit peu différents, donc qui sont peut-être moins spécifiques, on va dire, au sprint, mais qui vont être hyper intéressants pour protéger le corps, les hanches ou d'autres groupes musculaires. Donc ici, on va le travailler en chaîne latérale avec le horse stance. Je lui demande d'accumuler 2 minutes au total avant de passer au prochain mouvement, qui va être le mid split. Donc, on vient vraiment le side split. Où est-ce qu'on vient vraiment travailler les adducteurs à ce moment-là? Et on va le travailler dans différents angles au niveau du genou pour aller chercher des fibres musculaires légèrement différents en point de vue de range of motion. 2 minutes au total, chaque 4 minutes de ISO au total, c'est intéressant. So, that's it pour les sprints. On va bouger vers les lifts maintenant. Donc ici, le plus gros challenge, c'est de garder cette session-là intéressante pour move the needle, mais la moins taxante possible pour qu'il puisse être le plus fresh possible entre ces deux sprints. OK? Donc, ici, on va utiliser des mouvements qui ont peut-être un peu moins de temps sous tension, qui sont at length. On va peut-être utiliser des tempos un peu plus dynamiques, un peu plus de vitesse. Et précisément pour Max, on va travailler 2 choses. On va travailler ses sauts avec une emphase sur le concentrique
Donc, par exemple, un box jump, où est-ce que sa réception va être sur une box qui va limiter un impact, ou est-ce que je vais lui demander de step down. Comme ça, l'action va vraiment être focus sur le mouvement concentrique, sauter. Donc, beaucoup moins taxant au point de vue musculaire, mais on va quand même accumuler du volume en puissance, de puissance, si on veut, au travers de son entraînement pour l'aider à développer sa puissance et ses sauts. Et on va travailler ses lifts avec des mouvements, avec des charges sous max, où est-ce que je vais demander de bouger les poids le plus vite possible. Alors, on va quand même réussir à accumuler un certain volume au travers de la semaine parce qu'on va utiliser des cluster sets. Donc, au lieu de faire, par exemple, 4 séries de 10, on va couper le nombre de reps en deux, mais on va doubler le nombre de séries. Fait qu'on va utiliser 8 séries de 5 reps. Ça va nous permettre de bouger les poids beaucoup plus rapidement. Donc, overall, le output total, parce qu'on se rappelle, la force, c'est la masse fois l'accélération, la puissance, c'est la force fois la vitesse. Donc, à une charge fixe, si tu bouges tes poids plus rapidement, tu as un meilleur power output, tu as un meilleur force output. Donc, si on est capable d'avoir plus de repos ou de fractionner les reps, puis d'accumuler moins de fatigue à l'intérieur d'un même set, on va être capable d'aller chercher plus de vitesse, plus de vélocité, plus d'accélération, plus de force, mais sans accumuler plus de fatigue, au contraire, parce qu'on va donner plus de repos. Donc, pour commencer, on va venir créer une activation avec les jumps et ensuite on va bouger vers les cluster sets et je vous montre comment ça va fonctionner dans un petit instant. Alright, donc ici, les mouvements qu'on va utiliser, le broad box jump pour les raisons que je viens d'expliquer. Je vais lui laisser le choix entre 2 à 4 séries pour commencer. On va voir comment ça fait, on va voir s'il y a des ajustements à faire. Suivi du Hypertrophy Cluster de Lower Body. Donc, le terme et la méthode de Hypertrophy Cluster, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça me vient de Jake Tura, puis je pense pas que c'est lui non plus qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a popularisé du moins. Et donc, vous allez voir par vous-même si vous voulez en apprendre un peu plus sur la méthode, vous nous écrivez, ça va me faire plaisir de vous en parler. Donc, c'est la méthode qu'on utilise ici. Au niveau du pourcentage, pour le 8x5, c'est 65 à 70% pour le lower body. Donc, j'ai setup 65 de base et je vais l'ajuster avec max. Le hip thrust aussi, c'est pas nécessairement le mouvement qui a le plus de tension dans une position allongée, donc il risque de créer pas mal moins de dommages au point de vue musculaire. Donc ça ici pour son lower body, c'est tout ce qu'il va faire en termes de muscu. Pour le lift A, lift B, ça va être le même principe mais avec un mouvement différent. Ça feel light pour de vrai et tu te sens quasiment plus fresh après avoir fait ça et le lendemain. Que taxé, mais la magie de la chose, c'est qu'en étant super rest et en bougeant les charges le plus vite possible, tu moves quand même de needle pour faire des gains en strain, faire des gains en power. Donc, ça, c'est pour la partie lower body de son full body gym, son full body lift. On va aller maintenant dans le upper body. Et donc, pour le upper body, on a notre Hypertrophy Cluster. Celui-ci, on le travaille en superset. Un mouvement de pull pair avec un mouvement de push. Étant donné que Max a vraiment pas besoin de prendre la masse, il peut simplement maintenir son body weight et il va vraiment être en good shape pour faire sa saison. Au lieu de travailler 2 mouvements de lift, où est-ce qu'il y aurait un plus gros stimulus pour l'hypertrophie ou pour accumuler plus de volume, j'utilise un mouvement balistique où est-ce que le potentiel d'hypertrophie est très bas, mais le potentiel de power est vraiment haut pour un des deux patterns. Et donc, on va travailler plus en puissance, plus en speed qu'en force ou en hypertrophie pour son cas précis. Mais un athlète où est-ce que je voudrais accumuler plus de volume, ça aurait été un row avec un press, un push avec un pull, par exemple. Et pour le lower body, aussi, on aurait pu le faire en superset avec un quad dominant, avec un hip dominant, un main puis un secondary lift. Mais dans son cas, on le travaille tout seul,
mon objectif, c'est de trim the fat et donner beaucoup de rest. Donc, si la session feel longue, c'est pas nécessairement qu'il y a beaucoup, le volume n'est pas si crazy que ça, dans le sens que ça, c'est l'équivalent de 4 séries de 10. Donc, moi, je le calcule de cette façon-là quand j'utilise le cluster. Fait que même si ça a l'air de beaucoup, 8, en fait, c'est 4 séries. Et on a 4 supersets ici. On a 4 séries de legs avec des séries de jump. Et on termine avec les hollow body pull-up. Oh, en fait, ici, c'est une erreur. C'est pas les hollow body pull-up, c'est les hollow body dip. Dans la progression, où est-ce qu'il est rendu? Les hollow body dip vont être une petite affaire plus challenging que les dips normales. Et ici, je lui demande de faire le max rep à 0 ou 1 rep in reserve. Donc, je lui demande d'arrêter juste avant l'échec parce que pour stimuler la force, l'hypertrophie, c'est mieux d'arrêter juste avant l'échec. C'est ce que je lui demande. Tu vas avoir les mêmes gains, voire plus de gains que si tu reach failure, mais tu vas accumuler pas mal moins de fatigue. Ça va être beaucoup plus facile de récupérer. Donc ici, un peu plus taxant au niveau du upper body, je me le permets de le faire parce que c'est entre 2 sprints, même s'il y a un peu plus de fatigue accumulée au niveau du upper body, ça va vraiment moins affecter, très peu affecter ses performances en sprint. Donc, that's it pour le lift. Lift B, même principe, on fait juste changer un petit peu les patterns. Donc, au lieu de travailler horizontal pour le saut, on va travailler avec un saut vertical. Donc, box jump bien classique. On va travailler avec le hip thrust, hip dominant. Ici, le mouvement qu'on travaille pour l'été avec lui, on avait des patterns de split squat et de lunge. Donc, ici, on va avoir le barbell reverse lunge. OK. Ici, j'aime bien utiliser le barbell reverse lunge pour 2 raisons. Normalement, où est-ce qu'il est rendu dans sa progression, j'utiliserais quelque chose avec un peu plus de range of motion, mais en limitant le range of motion avec un reverse lunge normal, il va avoir moins de tension accumulée at depth, donc moins de risque d'accumuler plus de DOMS, de Delayed Onset Muscle Soreness, et le fait aussi qu'il soit en alternance reverse lunge, step droite, step gauche, step droite, step gauche, il accumule un petit peu moins de fatigue que s'il faisait juste enchaîner juste la jambe droite avec un pistol squat, par exemple, okay, ou un single leg RDL. Donc, ça lui permet d'avoir, veut pas, un mini affaire de récupération entre ses reps, même si c'est pas à 100%. Et overall, ça fait en sorte que ce mouvement-là, c'est vraiment pas le mouvement le plus intense pour stimuler l'hypertrophie non plus, et pour créer le plus de dommages musculaires. Évidemment, ça va dépendre de la charge qu'il va utiliser, comment il va faire ça. Mais bon, en utilisant 65% de son max seulement, puis en focusant à bouger les charges avec un maximum de vélocité, donc d'enchaîner les 5 reps par côté le plus vite possible, on va être en business. Donc, la clé, c'est vraiment ça. Bouger vite, ne pas prendre trop lourd. Ici, en utilisant le dumbbell push press plutôt qu'un dumbbell press normal, on utilise un peu de momentum du lower body, un peu plus de power output, un peu moins de tension à depth. Donc, encore une fois, on peut éviter trop de dommages musculaires de cette façon-là. Et ici, au lieu d'un mouvement balistique de type press, on va utiliser un mouvement de type, on va dire pull, avec un slam. Et au lieu des dips, pour venir balancer le pattern, on va utiliser les hollow body. Chin up. That's it pour le core de son training. Maintenant, on va aller au lift C. Où est-ce que là, on va se gâter en termes de temps sous tension et autres? Ici, on va travailler en superset agoniste-antagoniste. Donc, on commence avec le lower body et on avait commencé une progression de RDL. On garde la progression de RDL. Il y avait le déficit RDL dans son mouvement, dans son entraînement précédent. Oh, je ne l'ai même pas encore. Et donc, on va travailler le RDL normal, qui a quand même un excellent range of motion au niveau des hips. Là, on vient de le travailler en déficit, fait que ça, le range of motion était juste crazy. En diminuant un petit peu le range of motion, je m'attends à ce qu'il puisse charger un peu plus, ce qui est un des objectifs de cette phase d'entraînement-ci. La phase précédente était une phase de structural balance. Celle-ci est une phase
d'accumulation où est-ce que overall on va augmenter les distances, le nombre de reps, le volume d'entraînement par rapport au dernier bloc et il va y avoir une intensification naturelle qui va se faire aussi parce qu'on va réduire le range of motion à bien des places parce que durant le structural balance, le range of motion était juste pratiquement toujours en déficit. Dans le but d'aller chercher un peu plus d'intensité, on va diminuer le range of motion dans le but d'aller chercher un petit peu plus d'intensité. Donc ici, je modifie les tempos des mouvements pour accumuler beaucoup de temps sous tension at length, ce qui semble être un des signaux les plus importants pour l'hypertrophie. Pour le Cossack, Zercher Cossack Slide, en gardant les hips basses, il va garder son lower body là, sous énormément de tension. Donc, il y a un petit mouvement d'oscillation. On va travailler un petit peu plus la chaîne latérale, un peu plus knee dominant aussi, mais on vient vraiment travailler les adducteurs et les ischios quand même durant le mouvement au complet. Le fait de monter les toes up comme ça nous amène à pull un petit peu plus au travers du talon aussi. Donc, ça, c'est vraiment intéressant comme petite variation. OK, et donc, l'intervalle de reps que j'utilise, 6 à 12, c'est l'intervalle que j'utilise généralement quand mon objectif, c'est d'accumuler du volume qui va bien stimuler un gain en masse musculaire. Si je veux travailler un peu plus en force, je vais travailler 6 reps en descendant pour aller chercher des charges plus lourdes, plus d'intensité. Si je travaille en haut de 12 reps, up to 20 reps, 12 à 20 reps, ça va être pour travailler la capacité ou autrement dit l'endurance, ta capacité à maintenir une posture ou à maintenir une contraction musculaire, un mouvement de qualité. Donc, où je pourrais travailler 12 à 20 reps pour un mouvement qui a un range of motion tellement court que le temps sous tension accumulé serait similaire à un mouvement de 6 à 12 reps. Donc, c'est les range brackets. Les reps, reps range, rep trip, les reps range que j'utilise généralement. 3-5 séries lourdes, on va être en business. Tiens, je vais dupliquer ça. Ça va être similaire en termes de notes pour le upper body. Maintenant, ce que j'aime aussi est du RDL plus un Zercher Cossack Slide avec la barre, comme ça. Tout ce qu'il va pouvoir faire, c'est set up des pins à peu près à la hauteur des genoux, prendre la barre, reculer un petit peu, faire ses RDL pour sa série. Et les mêmes pins vont pouvoir être utilisés pour changer les charges et aller se placer pour faire son Zercher. Donc, sans nécessairement avoir utilisé 2 barres, 2 power racks, je trouve ça important pour le flow du training, que les pièces d'équipement ou le setup demandent le moins de gossage possible. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va utiliser le pull around, mouvement qui devrait bien cibler sa chaîne postérieure du haut du corps. Donc, je vais faire le même principe. On a un mouvement de pull, on va avoir un mouvement de push. Donc, le mouvement de push qu'on peut utiliser qui est vraiment intéressant, je veux travailler avec beaucoup de range of motion, je veux avoir un cable en haut et je veux travailler unilatéral, va être le cable press down. Donc, c'est un superset que j'utilise quand même fréquemment. High cable press down. Mouvement super intéressant pour aller chercher beaucoup de range of motion au niveau de l'épaule. Donc, ça, j'aime ça. That's it. Donc, comme vous pouvez voir, c'est le même setup. Ça, c'est vraiment nice. Tout ce qu'il y a à faire, c'est ajuster les poids. Bon, 3-5 séries lourdes, 3-5 séries lourdes. Beaucoup de repos, 2 minutes. Entre chaque mouvement, 4 minutes total. Plus de rest, plus d'intensité, plus de gain. Simple que ça. Et ensuite, on va terminer avec le tronc. Trunk. Où est-ce que tranquillement, on va intégrer de plus en plus des mouvements ou des positions qui vont impliquer le corps au complet. Donc, soit les hips ou les épaules. Donc, on a parti avec des mouvements de tronc un peu plus isolés pour qu'on comprenne comment utiliser son tronc, comment recruter son tronc dans les mouvements de twist, sideman, etc. Mais tranquillement, l'objectif de travailler le tronc dans un programme d'entraînement, de mon point de vue, c'est de l'intégrer avec le haut et le bas du corps. Parce que le tronc vient linker le transfert de force de ton bas de corps vers ton haut de corps et inversement. Ton tronc vient lier le tout pour aider à produire de la force, produire de la puissance dans ces mouvements-là, créer de la rotation, créer du torque ou créer un counter-torque pour pas qu'il y ait de leak d'énergie. Donc, je pense que c'est vraiment un low-hanging fruit dans le training de ben du monde. Donc, on vient en profiter pour le travail ici.
avec le half kneeling, donc le câble est bas, donc c'est le lift ici. Et ici, on va les positions. Donc, par exemple, ici, les jambes sont relativement larges. Donc, ça vient chercher aussi une composante d'abduction-adduction au niveau de la hanche. La jambe est straight, donc on vient travailler ici. Au niveau des hips. Et au niveau du half kneeling cable lift, eh bien, on vient travailler aussi au niveau des épaules pour assister la rotation du tronc. Ultimement, dans la position de split, stance, half kneeling, et combiné avec une rotation du tronc, on va aussi pouvoir travailler les adducteurs, mais dans cette variation-ci, c'est pas un si gros stress que ça. Ici, je veux pas nécessairement un tempo particulier. Ce que je vais dire, c'est de travailler en max de range of motion et forcément en essayant d'aller chercher juste un petit peu plus loin, il va ralentir. Puis c'est bien correct comme ça. Donc, that's it pour le lift C. Je pense qu'on est done. On va aller voir, on va aller jeter un coup d'œil avec le Master Planner. By the way, j'ai pas de temps à parler des activations, mais qu'est-ce qui est là, les mouvements dynamique, stretch, dynamique, mobilisation ou autre ont été déterminés en fonction du Athletic Assessment de Max. On est allé voir, OK, qu'est-ce que lui a besoin de travailler en termes de mobilité, contrôle moteur, stabilité de base, qui pourrait le limiter dans ses mouvements d'entraînement, ses mouvements sportifs, ou qui pourrait l'amener à être un peu plus à risque de blessure. Et tant qu'à faire une activation, on va utiliser cette opportunité-là pour travailler ces bases-là. Donc, tant qu'à faire un warm-up sans but, ben, on va venir développer certains movement patterns, range of motion qu'il aurait besoin de travailler. That's it, Max. Moi, je regarde ton training, j'ai envie de le faire. Quand je termine un programme, une phase, puis que je suis comme, OK, j'ai envie de faire ce training-là, normalement, c'est bon signe que c'est bien balancé. Donc, je suis excité pour lui. Je suis excité pour lui. Je vais vous keep up sur les résultats et comment est-ce qu'il trouve sa session. Pour le reste, peace. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, utilisez les commentaires, la boîte de commentaires, YouTube, whatever. Écrivez-nous sur IG, écrivez-moi sur IG. Faites ce que vous voulez. J'espère que vous avez pris quelque chose. Peace!